De nombreux événements affectent nos vies, qu'ils se produisent entre les nations ou au sein de notre propre pays. Au cours de l'histoire, peu de personnalités de l'Église catholique ont suscité autant de controverses que l'archevêque Carlo Maria Viano. Le Vatican a officiellement excommunié l'archevêque Carlo Maria Viano. Des sommets de la diplomatie vaticane aux déclarations publiques sans précédent, son parcours a captivé à la fois les fidèles et les critiques. Maintenant, alors que la poussière retombe sur des années de troubles théologiques et politiques, la sentence de l'archevêque Viano semble définitive, beaucoup lui disant au revoir pour toujours. Viano a été excommunié et reconnu coupable de schisme. Qu'est-ce qui a conduit à cette conclusion dramatique? Rejoignez-nous pour explorer l'histoire d'un homme dont les actions ont ébranlé les fondements même de l'Église qu'il a servi. La formation d'un diplomate du Vatican né dans une famille privilégiée de V, en Italie, la jeunesse de Carlo Maria Viano a illustré le chemin traditionnel vers le leadership catholique. La foi catholique profonde de sa famille a façonné son enfance, avec une participation régulière à la messe, une éducation religieuse et une participation aux activités paroissiales constituant le fondement de son développement spirituel. La famille Viano mettait l'accent à la fois sur l'excellence académique et la dévotion religieuse, créant un environnement où le jeune Carlo Maria pouvait développer ses dons intellectuels et spirituels. Sa première éducation s'est déroulée dans des écoles catholiques, où les enseignants ont noté sa capacité exceptionnelle à saisir des concepts théologiques complexes. Le jeune Viano a montré un intérêt particulier pour l'histoire et la doctrine de l'Église, passant souvent des heures supplémentaires à étudier la vie des saints et des pères de l'Église. Cette période de formation s'est avérée cruciale pour développer sa compréhension de la tradition catholique et son engagement envers l'enseignement orthodoxe. En entrant au séminaire, les capacités intellectuelles de Viano ont vraiment commencé à briller. Son séjour à l'université pontificale grégorienne a été marqué par des résultats académiques exceptionnels et une réputation croissante de précision théologique. Ses camarades de classe se souviennent de lui comme d'un homme intensément concentré, souvent retrouvé à la bibliothèque longtemps après que les autres soient partis, se penchant sur des textes anciens et des documents canoniques. Ses études couvraient non seulement la théologie et la philosophie, mais aussi le droit canon, la liturgie et l'histoire de l'Église, lui offrant une compréhension complète de la tradition et de la gouvernance catholique. Pendant ces années de formation, Viano a développé un intérêt particulier pour la tradition diplomatique de l'Église. Il a étudié l'histoire de la diplomatie papale, apprenant comment l'Église a su gérer des situations politiques complexes au fil des siècles tout en maintenant sa mission spirituelle. Ses professeurs ont remarqué son don pour les langues et sa capacité à saisir les subtilités du protocole diplomatique, des compétences qui lui serviront bien dans sa future carrière. Cette période a également vu le développement de sa vie spirituelle. Une direction spirituelle régulière, une messe quotidienne et des heures passées en prière ont façonné sa compréhension de la vocation sacerdotale. Ses directeurs spirituels ont noté sa profonde dévotion aux pratiques catholiques traditionnelles et son approche sérieuse de la sanctification personnelle. Ces années de formation ont établi des modèles de prière et d'études qui l'accompagneront tout au long de sa carrière ecclésiastique. La fin de sa formation formelle a coïncidé avec des changements importants dans l'Église catholique après le Concile Vatican II. Ce moment était crucial, car Viano a été témoin de première main des défis et des opportunités qu'apportait la mise en œuvre des réformes conciliaires. Son expérience de cette période de transition dans l'histoire de l'Église éclairera ses perspectives ultérieures sur la gouvernance et la réforme de l'Église. Gravir les échelons. L'entrée de l'archevêque Viano dans le service diplomatique du Vatican en 1973 a marqué le début d'une brillante carrière dans la direction de l'Église. Ses premières missions ont démontré la polyvalence et le sens diplomatique qui allait devenir sa marque de fabrique. En Irak, il a dû relever le défi de représenter l'Église dans une nation à prédominance musulmane, s'efforçant de maintenir le dialogue et de protéger les minorités chrétiennes tout en établissant des relations avec les autorités locales. Son séjour en Grande-Bretagne a présenté des défis différents, l'obligeant à naviguer dans la relation complexe entre l'Église catholique et la communion anglicane. Tout au long de ses premiers postes diplomatiques, Viano a fait preuve d'un sens de l'organisation exceptionnel et d'un souci du détail. Ses collègues ont souvent remarqué sa capacité à maîtriser des protocoles diplomatiques complexes tout en préservant la dignité de sa fonction ecclésiastique.
Ces journées de travail commençaient généralement avant l'aube, en commençant par la prière et la messe, suivies de longues heures consacrées à la correspondance diplomatique et aux réunions. Cette approche disciplinée de ses fonctions lui a valu le respect des responsables religieux et laïcs. Sa nomination comme observateur permanent auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg a représenté une avancée significative dans sa carrière diplomatique. Dans ce rôle, il a dialogué avec les dirigeants européens sur des questions allant de la liberté religieuse à la justice sociale, articulant toujours la position de l'Église avec clarté et finesse diplomatique. Son mandat a coïncidé avec des développements importants de l'intégration européenne, et il a travaillé pour que la voix de l'Église reste pertinente dans les discussions sur l'avenir du continent. Au cours de cette période, Viano a acquis la réputation d'organiser des réunions diplomatiques productives qui réunissaient des religieux et des laïcs. Les dirigeants reconnaissaient sa facilité avec les langues, il en parlait plusieurs couramment et sa profonde connaissance de l'histoire et de la culture européenne le rendait particulièrement efficace dans ce milieu. Il organisait des conférences et des réunions qui abordaient des questions sociales urgentes tout en maintenant les positions traditionnelles de l'Église. Les compétences diplomatiques qu'il a perfectionnées au cours de ces années se sont révélées inestimables dans ses missions ultérieures. Sa capacité à établir un consensus tout en défendant les principes, à naviguer dans des relations institutionnelles complexes tout en maintenant des objectifs clairs et à communiquer efficacement au-delà des frontières culturelles a été largement reconnu dans les cercles du Vatican. Ces années lui ont également permis d'approfondir sa compréhension du rôle de l'Église dans les affaires internationales et de l'importance de maintenir des relations diplomatiques, même dans des circonstances difficiles. Son service diplomatique a été caractérisé par un engagement envers la mission universelle de l'Église. Qu'il travaille au Moyen-Orient, en Europe ou ailleurs, il s'efforce constamment de faire progresser les intérêts de l'Église tout en respectant les coutumes et les sensibilités locales. Cette période de sa carrière a démontré comment la diplomatie catholique traditionnelle pouvait fonctionner efficacement dans le monde moderne, en combinant des traditions diplomatiques séculaires avec des pratiques diplomatiques contemporaines. La nomination de Vigano au poste de secrétaire général du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican en 2009 a marqué un nouveau chapitre dans son service à l'Église. Ce rôle l'a placé au cœur de l'administration du Vatican, chargé de gérer les opérations quotidiennes du plus petit État souverain du monde. Ce poste exigeait une combinaison de compétences administratives, de tact diplomatique et de perspicacité financière, des qualités dont Vigano a fait preuve tout au long de sa carrière. Dans ce rôle, il a supervisé une organisation complexe responsable de tout, de l'entretien des musées du Vatican à la gestion des jardins du Vatican. Son approche de l'administration était marquée par une attention aux détails et un engagement envers une gestion efficace des ressources. Sous sa direction, le gouvernorat a mis en œuvre de nouvelles procédures de surveillance financière et d'efficacité opérationnelle. Son style de gestion mettait l'accent sur la responsabilité personnelle et la transparence. Des réunions régulières avec les chefs de département, des examens budgétaires détaillés et une attention particulière aux procédures opérationnelles sont devenus la pratique courante. Il a introduit des techniques de gestion modernes tout en respectant le caractère unique des institutions du Vatican. Cette approche équilibrée a permis d'obtenir des améliorations significatives des performances financières tout en préservant la dignité des traditions du Vatican. L'étendue de ses responsabilités était vaste, englobant l'infrastructure physique du Vatican, les services de sécurité et les opérations commerciales. Il a travaillé à la modernisation des opérations tout en préservant le patrimoine artistique et culturel du Vatican. Ces initiatives comprenaient la mise à jour des procédures de maintenance des bâtiments historiques, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'amélioration des services aux visiteurs dans les musées du Vatican. Au cours de son mandat, le gouvernorat a connu des améliorations substantielles de sa situation financière grâce à une gestion prudente et à une planification stratégique. Les coûts d'exploitation ont été réduits tandis que la qualité du service a été maintenue ou améliorée. Son administration a introduit de nouveaux contrôles financiers et de nouvelles procédures de reporting, apportant une plus grande transparence aux opérations du Vatican. Ces réformes ont démontré comment les pratiques de gestion modernes pouvaient être appliquées efficacement dans le contexte d'une institution vieille de 2000 ans. Au fur et à mesure que le mandat de Vigano dans l'administration du Vatican progressait,
sa vision de la gouvernance institutionnelle a commencé à évoluer. Ses expériences dans divers rôles lui ont donné un point de vue unique sur le fonctionnement de l'administration de l'Église. Les défis qu'il a rencontrés dans la mise en œuvre des réformes l'ont amené à développer de fortes convictions sur la nécessité d'un renouveau institutionnel tout en préservant les valeurs catholiques traditionnelles. Son travail administratif l'a amené à être en contact avec divers aspects des opérations du Vatican, de la gestion financière aux décisions relatives au personnel. Ces expériences ont façonné sa compréhension de la dynamique institutionnelle et des défis liés à la mise en œuvre du changement dans une organisation ancienne. Son approche de l'administration, caractérisée par un strict respect des procédures et une emphase sur la responsabilité, reflétait sa conviction de l'importance de structures de gouvernance claires. Au cours de cette période, les relations de Vigano avec divers bureaux du Vatican ont évolué à mesure que différentes approches de l'administration et de la réforme entraient en contact. Son engagement envers des pratiques administratives spécifiques a parfois conduit à des discussions sur les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs institutionnels. Ces expériences ont contribué à développer ses vues sur la gouvernance et la réforme de l'Église. La nature complexe de l'administration du Vatican, avec son mélange de missions spirituelles et de gouvernance pratique, présentait des défis uniques. Le rôle de Vigano l'obligeait à équilibrer de multiples responsabilités tout en préservant la dignité des institutions de l'Église. Sa gestion de ces défis reflétait à la fois sa formation diplomatique et son engagement envers les principes catholiques traditionnels. Au cours de cette période, Vigano s'est penché sur les questions relatives à la relation entre tradition et réforme dans la gouvernance de l'Église. Ces expériences l'ont amené à réfléchir profondément à la manière dont l'Église pourrait maintenir son caractère essentiel tout en relevant les défis contemporains. Ces réflexions influenceront ses perspectives ultérieures sur l'administration et la réforme de l'Église. Son travail pendant cette période impliquait des interactions avec divers départements et responsables du Vatican, chacun ayant sa propre approche de l'administration de l'Église. Ces interactions ont contribué à sa compréhension de la dynamique institutionnelle et des défis de la mise en œuvre du changement tout en préservant les valeurs traditionnelles. Ces expériences au cours de cette période se révéleront formatrices pour ses vues ultérieures sur la gouvernance de l'Église. Un nouveau chapitre. La nomination de Vigano comme nonce apostolique aux États-Unis en 2011 a représenté un nouveau chapitre important dans sa carrière ecclésiastique. Ce poste prestigieux l'a placé à la tête de la diplomatie du Vatican dans l'une des nations les plus influentes du monde. Ce rôle l'obligeait à servir de représentant du Vatican auprès de l'Église catholique en Amérique et du gouvernement américain. À ce titre, Vigano a travaillé au renforcement des relations entre le Vatican et l'Église américaine. Ses responsabilités comprenaient la facilitation de la communication entre les évêques américains et Rome, la participation à la sélection de nouveaux évêques et la représentation des positions du Saint-Siège sur diverses questions. Son expérience diplomatique s'est avérée précieuse pour comprendre les caractéristiques uniques du catholicisme américain. Le poste exigeait un engagement auprès des institutions catholiques américaines, des universités aux organisations caritatives. Vigano a beaucoup voyagé à travers les États-Unis, visitant des diocèses et participant à des événements religieux importants. Ces expériences lui ont permis de se familiariser directement avec la vitalité et les défis du catholicisme américain. Son rôle de nonce impliquait une interaction régulière avec des responsables du gouvernement américain sur des questions d'intérêt mutuel entre le Vatican et les États-Unis. Ce travail diplomatique couvrait des domaines tels que la liberté religieuse, le développement international et l'aide humanitaire. Son poste exigeait une navigation prudente dans la relation entre l'Église et l'État dans le contexte américain. Pendant son séjour à Washington, Vigano a travaillé à la promotion des priorités du Vatican tout en respectant le caractère particulier du catholicisme américain. Son mandat a coïncidé avec des développements importants dans l'Église et la société américaine, nécessitant un engagement diplomatique réfléchi sur diverses questions. L'expérience de servir dans ce rôle lui a fourni des perspectives uniques sur la nature mondiale de l'Église et les défis du maintien de l'unité dans la diversité. Un tournant. L'année 2018 a marqué un tournant important dans la relation de l'archevêque Vigano avec la hiérarchie de l'Église. Sa décision de faire des déclarations publiques sur la gouvernance de l'Église a représenté un changement radical par rapport à sa carrière diplomatique précédente.
Ces déclarations, qui abordaient divers aspects de l'administration et de la gouvernance de l'Église, ont suscité de nombreuses discussions dans les cercles catholiques. Les déclarations publiques de Vigano reflètent sa profonde préoccupation pour l'avenir de l'Église et ses perspectives en matière de réforme institutionnelle. S'appuyant sur sa vaste expérience de l'administration et de la diplomatie de l'Église, il a exprimé ses vues sur divers aspects de la gouvernance ecclésiastique. Ces déclarations ont démontré la complexité de l'équilibre entre la loyauté institutionnelle et la conviction personnelle. L'impact de ces déclarations publiques s'est étendu à l'ensemble du monde catholique, suscitant un large débat sur la gouvernance et la réforme de l'Église. Les universitaires, le clergé et les laïcs catholiques sont livrés à une analyse détaillée des questions qu'ils soulevaient, ce qui a conduit à des discussions plus larges sur la nature de l'autorité de l'Église et le rôle du discours public dans les affaires ecclésiastiques. Cette période a marqué une transition dans le rôle public de Vigano, de diplomate du Vatican à commentateur franc des affaires de l'Église. Ces déclarations s'appuyaient sur ses années d'expérience au sein de l'administration du Vatican, offrant des perspectives façonnées par son implication directe dans la gouvernance de l'Église. Le changement de son rôle public reflétait l'évolution de ses vues sur la relation entre la conscience individuelle et l'autorité institutionnelle. La manière et le contenu de ces déclarations publiques représentaient un écart par rapport à la pratique diplomatique traditionnelle. Son choix de parler publiquement des questions internes de l'Église a suscité un débat sur les canaux appropriés pour exprimer ses préoccupations au sein de l'Église. Ces événements ont mis en évidence les tensions qui peuvent surgir entre la loyauté institutionnelle et la conviction personnelle. Tout au long de cette période, Vigano a soutenu que ses actions étaient motivées par le souci du bien-être de l'Église. Ces déclarations reflétaient sa compréhension de la tradition de l'Église et sa vision de la réforme institutionnelle, et l'impact de ces déclarations publiques ont continué à résonner dans tout le discours catholique. Le point de rupture, le changement sismique au sein de l'Église catholique, a atteint son apogée critique à l'été 2018 lorsque l'archevêque Carlo Maria Vigano a dévoilé ce qui allait devenir l'un des documents les plus controversés de l'histoire moderne de l'Église. Son témoignage explosif de 11 pages, diffusé stratégiquement auprès de médias catholiques sélectionnés, a fait bien plus que simplement remettre en question la gestion de diverses questions de l'Église. Il a ouvert des plaies purulentes de longue date et exposé de profondes tensions institutionnelles qui couvaient sous la surface depuis des décennies. En tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis, la position de Vigano a donné un poids sans précédent à ces allégations. Son rôle diplomatique l'a placé à l'intersection de la politique du Vatican et de la vie catholique américaine, lui donnant un aperçu unique de la relation complexe entre ces deux puissantes sphères d'influence. La publication de son témoignage ne représentait pas seulement une rupture avec le protocole diplomatique, mais aussi un défi fondamental à la structure hiérarchique traditionnelle qui régissait les communications de l'Église depuis des siècles. L'impact du document fut immédiat et de grande portée. Quelques heures après sa publication, il avait été traduit en plusieurs langues et circulé dans le monde entier, obligeant les responsables de l'Église sur plusieurs continents à réagir à son contenu. Le témoignage abordait des questions sensibles allant des décisions administratives aux interprétations doctrinales, remettant en cause non seulement des actions spécifiques mais le cadre même de la gouvernance moderne de l'Église. Impact personnel et réflexion. Les événements de 2018 et au-delà ont eu de profondes implications personnelles pour l'archevêque Vigano. Sa transition de diplomate du Vatican à commentateur public a représenté un changement significatif dans sa relation avec la hiérarchie de l'Église. Cette période a suscité une profonde réflexion personnelle sur ses décennies de service à l'Église et sa compréhension de la fonction ecclésiastique. Le coût personnel de ces décisions est devenu évident dans sa position de plus en plus isolée au sein des cercles de l'Église. D'anciens collègues et associés ont pris leur distance, ce qui a conduit à une période de solitude relative. Cet isolement lui a donné l'occasion de prier et de réfléchir sur ses années de service à l'Église. Durant cette période, Vigano a maintenu son engagement envers la prière quotidienne et la célébration de la messe, puisant sa force dans les pratiques spirituelles qu'il avait soutenues tout au long de son sacerdoce. Sa dévotion à la spiritualité catholique traditionnelle est restée constante, même si sa relation avec l'Église institutionnelle a évolué. Ceux qui ont maintenu le contact avec lui pendant cette période ont noté son dévouement continu à la prière et à l'étude.
Il a passé beaucoup de temps à écrire et à réfléchir sur l'histoire et la tradition de l'Église, examinant le rôle de la conscience dans les affaires ecclésiastiques. Sa vie spirituelle est restée centrée sur les dévotions catholiques traditionnelles et la pratique liturgique. Cette expérience a suscité une profonde réflexion sur la nature de l'autorité et de l'obéissance dans l'Église. Ces écrits de cette période ont révélé quelqu'un aux prises avec des questions fondamentales sur la relation entre la conscience individuelle et la loyauté institutionnelle. Ces réflexions ont été éclairées par ses années d'expérience dans l'administration et la diplomatie de l'Église. Tout au long de cette période difficile, Vigano a maintenu son engagement envers ce qu'il croyait être juste, même s'il a dû faire face aux conséquences personnelles de ses décisions. Son expérience a mis en évidence les coûts potentiels liés au fait de suivre sa conscience lorsque celle-ci entre en conflit avec l'autorité institutionnelle. La réponse officielle de l'Église aux déclarations publiques de l'archevêque Vigano s'est élaborée selon des procédures canoniques établies. Ces procédures reflétaient l'approche traditionnelle de l'Église pour traiter les questions de discipline ecclésiastique. Le processus suivait des principes canoniques établis de longue date tout en reconnaissant les aspects uniques de cette situation. Les procédures officielles ont commencé par un examen attentif de la préséance canonique et de la tradition de l'Église. Les responsables du Vatican ont travaillé à travers. Les procédures établies ont assuré que la justice et la miséricorde restaient au cœur du processus. Les procédures reflétaient l'engagement de l'Église à maintenir l'unité tout en abordant les désaccords graves. Tout au long de cette période, la réponse de l'Église a démontré l'équilibre complexe entre le maintien de l'autorité institutionnelle et la reconnaissance de la conscience individuelle. Les procédures ont suivi des normes canoniques qui ont évolué au fil des siècles pour répondre aux défis posés à l'unité et à la discipline de l'Église. Ce processus a mis en évidence les mécanismes établis par l'Église pour gérer les désaccords internes. La nature formelle de ces procédures reflétait leur importance au sein de la gouvernance de l'Église. Les canonistes et les responsables de l'Église ont travaillé pour garantir que toutes les actions respectaient le droit ecclésiastique établi. Le processus a démontré l'engagement de l'Église à suivre les procédures appropriées, même dans des situations sans précédent. Les procédures ont impliqué un examen attentif de divers aspects canoniques, des questions de juridiction aux questions de doctrine. Les responsables de l'Église ont travaillé pour maintenir l'intégrité de la procédure tout en abordant les éléments uniques de cette affaire. Leur approche reflétait les méthodes traditionnelles de l'Église pour traiter des questions ecclésiastiques complexes. Cette période a montré comment le système juridique de l'Église aborde les défis à l'unité et à l'autorité. Les procédures ont suivi les modèles établis de justice canonique tout en reconnaissant les circonstances particulières de cette affaire. Le processus a illustré l'engagement de l'Église à maintenir l'ordre par le biais de procédures établies. La décision finale, la conclusion de la procédure canonique a marqué un moment important dans l'histoire moderne de l'Église. La décision finale reflétait un examen attentif des exigences canoniques et des préoccupations pastorales. Cette conclusion formelle représentait la réponse définitive de l'Église à des années de séparation croissante. La décision a suivi les formes canoniques établies, exprimant la position de l'Église à travers un langage juridique et théologique traditionnel. Le document a exposé les fondements de la décision de l'Église tout en préservant la dignité de toutes les parties impliquées. Cette conclusion officielle reflète le sérieux avec lequel l'Église a abordé la question. Le point culminant de ces événements a conduit à ce que beaucoup considèrent comme la sentence finale de l'archevêque Viano, la séparation formelle de l'Église qui l'a servi pendant des décennies. Ses positions sur diverses questions l'ont placé en opposition directe avec l'enseignement officiel de l'Église, ce qui a conduit à ce que les théologiens appellent le schisme, une rupture formelle de la communion avec l'Église catholique. L'autorité de l'Église a structuré la détermination à traiter à la fois les aspects juridiques et pastoraux de la situation. Le document a démontré l'engagement de l'Église à maintenir des limites claires tout en laissant de la place à une réconciliation future. Le langage choisi reflétait à la fois la gravité de la situation et la préoccupation pastorale continue de l'Église. Cette conclusion représentait l'aboutissement d'un long processus de séparation croissante.
la détermination formelle à apporter des éclaircissements sur le statut de l'archevêque Viano au sein de l'Église tout en préservant la possibilité d'une guérison future. Le langage prudent du document reflétait la tradition de l'Église de combiner justice et miséricorde. Cette séparation n'était pas un événement soudain mais le résultat d'un processus progressif d'isolement et de divergence croissant par rapport à l'autorité de l'Église. Les déclarations publiques et les actions répétées de l'archevêque Viano ont conduit à ce résultat final, marquant ce qui semble être une rupture irréversible avec l'institution qu'il a autrefois servi à ses plus hauts niveaux. Cette décision a marqué la fin officielle d'un chapitre important de l'histoire de l'Église. Bien que définitive dans ses conclusions, le document a conservé le ton digne caractéristique des déclarations de l'Église. Cette conclusion officielle a démontré l'engagement de l'Église à résoudre les situations difficiles par le biais de procédures établies. Héritage et contexte historique. L'histoire de l'archevêque Viano fournit des informations importantes sur la gestion des désaccords internes par l'Église catholique moderne. Son parcours de diplomate du Vatican à sa séparation finale offre des leçons sur la relation entre la conscience individuelle et l'autorité institutionnelle. Ces événements contribuent à notre compréhension de la manière dont l'Église aborde les défis internes tout en maintenant son unité essentielle. L'impact de ces événements continue d'influencer les discussions sur la gouvernance et la réforme de l'Église. Les universitaires et les théologiens étudient cette période pour mieux comprendre la dynamique du changement institutionnel et de la conviction individuelle. Cette expérience offre des perspectives précieuses sur les défis du maintien de l'unité au milieu des désaccords. D'un point de vue historique, ces événements démontrent la capacité durable de l'Église à relever les défis internes par le biais de procédures établies. Le processus a montré comment les anciennes traditions canoniques s'adaptent aux situations contemporaines. Cette période offre d'importantes leçons sur la relation entre tradition et changement dans la gouvernance ecclésiastique. L'héritage de ces événements comprend leur influence sur les discussions sur la réforme et la gouvernance de l'Église. Bien que les interprétations varient, cette expérience a contribué à des discussions plus larges sur l'autorité et la conscience dans les institutions religieuses. Ces événements fournissent un contexte pour comprendre des défis similaires tout au long de l'histoire de l'Église. Le parcours de l'archevêque Viano illustre la relation complexe entre la conviction individuelle et la loyauté institutionnelle. Son expérience montre comment la conscience personnelle et l'autorité institutionnelle peuvent parfois entrer en conflit. La résolution de ce conflit nous donne un aperçu de l'approche de l'Église pour maintenir l'unité tout en abordant les désaccords graves. Ce chapitre de l'histoire de l'Église continue de fournir matière à réflexion sur les questions d'autorité, de réforme et de conscience individuelle. Cette expérience contribue à notre compréhension de la manière dont les institutions religieuses relèvent les défis internes tout en préservant leur caractère essentiel et leur mission. Que pensez-vous du parcours de l'archevêque Viano et de son impact sur l'Église? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de nous suivre pour plus de contenu comme celui-ci.